j'ai une forme de nostalgie pour le début parce que c'était l'euphorie. Ouais. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on est en train de créer. C'est que les gens ils suivent Rissap, ok, la marque, ok, les vêtements c'est cool et tant mieux, mais il y a aussi derrière tout ce côté genre on a envie de faire un truc, rendre le monde meilleur, on a envie de rendre les choses, la... Bienvenue, nouvel épisode du podcast No Tomorrow. On a la chance d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée, pas des moindres d'ailleurs. C'est Daphné de Rissap Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque d'upcycling qui est assez connue, qui fait son petit bout de chemin, qui fait parler. Ils sont passés sur une émission que vous connaissez forcément si vous aimez l'entrepreneuriat. Exactement. Qui va être mon associé. Il y a dans tous les cas, il y a beaucoup de choses. Super passage en plus. Hein. Ouais, super passage. Super passage, ouais. Vous aviez pas le track ? Si, un peu quand même. En vrai, mais je vais pas vous mentir que moi ça allait. Mais mon associé était un peu stressé. Moi ça allait parce qu'en fait, à chaque fois je me dis de toute façon j'ai rien à faire là. Donc je fais c'est du bonus en fait. Du coup, comment vous êtes... C'était stressant. Du coup, première question, moi je suis comme ça, je rentre directement dans les discussions. Comment vous êtes connu avec ton associé ? Et après, juste après, tu te présentes. Mon associé Mona, on s'est connus à l'école d'ingénieur, on a fait la même école à Nancy. Okay. Et en fait, on s'est direct liés d'amitié, je crois, le premier week-end d'un thé, un truc comme ça. Et puis on s'est pas lâché, on a fait plein de trucs ensemble, on s'est pas lâché depuis. Ok, bon, du coup, je te laisse te présenter, c'est pas une question. Mais du coup, moi je m'appelle Daphné, j'ai 29 ans. Okay. Donc je suis la cofondatrice de la marque d'upcycling Rissap Paris. On a lancé la marque il y a maintenant 3 ans avec mon associé Mona. L'idée de la marque, c'est de revaloriser l'existant dans le textile et revaloriser notamment les vêtements qui existent déjà, mais on n'en fait rien concrètement. Et en fait, les revaloriser par le haut, du fait donc, sur le surcyclage en français et upcycling qu'on utilise de manière générale. Sur mon parcours à moi, j'ai fait, donc je vais partir il y a longtemps maintenant, la vache ça remonte, au bac. J'ai fait un bac scientifique, j'ai eu mon bac, j'ai toujours eu plus ou moins des facilités à l'école et en fait mes parents nous ont très vite inculqué, mes frères et sœurs et moi-même, l'importance d'étudier, que le savoir est une arme, qu'il faut être éduqué, etc. Donc ça moi je l'ai eu déjà depuis très petite et je savais que je voulais faire des études et comme j'avais un bon niveau, je me suis dit ouais je vais devenir médecin, machin et compagnie. Donc je suis partie en médecine. Première année, donc à l'époque, je ne vais pas vous demander vos âges, mais à l'époque, nous, c'était un concours, je crois qu'il y a toujours un concours, mais il a changé de nom, c'est la PACES, qui était hyper compliqué, je crois que c'est toujours aussi compliqué, que j'ai raté, j'ai redoublé, j'ai re-raté. Et là, je me suis dit, là, je suis un peu dans le... là, je me suis dit, là, c'est chaud, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout, c'était mon premier échec, et là, vraiment, bouleversée, quoi, j'étais pas bien... Et bref, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je suis venue par trouver un petit taf, je crois, dans une usine de lavage de textile d'ailleurs. Et en fait, ça m'a traumatisée. Traumatisée parce que ça a été hyper dur. Vraiment hyper dur pour mon corps. Genre, le taf était tellement dur qu'en fait, ils donnaient des contrats à la semaine. Okay. Donc, du coup, ils savaient que les gens ne revenaient pas. Et moi, je crois que j'ai fait 1 mois là-bas, mais j'étais traumatisée. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que j'utilise mes qualités, j'ai des qualités intellectuelles, il faut que je les utilise pour essayer de m'en sortir. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais retourner à l'école, je vais retourner en prépa pour faire une école d'ingé après. Donc, je suis retournée en prépa, 2 ans de prépa, pareil, c'était intense, mais j'ai surkiffé ces années-là. Ouais, j'ai trop aimé la prépa, ce qui peut paraître bizarre, mais vraiment, c'était intense. On se levait, on travaillait, on mangeait, on travaillait, on dormait. C'était ça. Moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Ouais. Faire le parallèle par rapport à la PACES, comment tu les différencies ? Est-ce que c'est plus dur ? Est-ce que c'est pas la même charge de travail ? Parce que la PACES, ça devait être une balade comparé à la PACES quand t'es parti en prépa ou non, c'est pareil. En fait, je sais qu'il y a plein de gens qui font les deux aussi et en fait ça dépend de chacun parce que moi j'ai trouvé la prépa beaucoup plus adaptée à ma personnalité et mon rythme, donc j'ai trouvé la prépa plus facile que la PACES. En fait la PACES c'était énormément de travail comme la prépa mais c'est autodiscipline et moi j'ai besoin d'un cadre.
J'ai besoin qu'on me dise de 8h à 21h, tu vas taffer comme ça, tu as des contrôles toutes les semaines, etc. Tu vois, j'ai une structure. Alors que la PACES, c'est tenez les cours et rendez-vous au concours. Ok, c'est pas les mêmes profils. Il faut savoir déjà s'organiser, j'imagine. Il faut être autodiscipliné. Et ensuite, moi, quand j'étais en prépa, j'étais à l'internat. J'ai eu la chance d'être à l'internat. Donc j'étais vraiment, on va dire, coupée du monde. Tu mangeais prépa, tu dormais prépa. Je dormais, et c'était uniquement ça. Alors que la PACES, j'étais du coup chez ma mère qui habitait en Seine-et-Marne. Et ma fac, elle était à Paris. Je faisais des allers-retours tous les jours. Quand j'arrivais en amphi, je m'endormais, je me réveillais, je me suis dit, wow, c'est chaud, j'ai rien compris, je sais pas quoi. C'était horrible. J'avais pas la chance d'avoir un appart à côté, c'était horrible. Ok, classe prépa, à la fin, après. Ouais. Et du coup, classe prépa, on passe les concours. Et j'intègre l'école qui est à Nancy, qui s'appelle l'ENSGSI, donc c'est l'École nationale supérieure en génie des systèmes et d'innovation, que je ne connaissais pas avant de passer les concours. Mais au final, j'ai fait mes 3 ans d'école là-bas, c'était génial. J'ai rencontré des super personnes, des amis d'une vie. J'ai appris plein de trucs à l'école. Et notamment, en fait, la particularité de cette école-là, c'est qu'il y a un gros pendant sur le management et le développement personnel. Parce qu'en fait, on devient principalement ingénieur-manager après l'école. Donc, il y a toute une partie, un socle scientifique et toute une partie sur le management. Et la partie développement personnel, c'est plus mieux se connaître pour mieux manager. Et là-dessus, c'était vraiment génialissime. Ok. Non, c'est cool. Et du coup, tu finis ton école d'ingénieur. Je finis l'école, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Pendant l'école, on nous a beaucoup challengé sur notre parcours professionnel. Et en fait, avant d'arriver à l'école, moi, je suis un produit de... Je suis matrixée, vraiment, j'étais matrixée dans ma tête. Je me suis dit, je veux bosser dans une énorme boîte. C'est vraiment le truc abusé, quoi. Mais moi, je vous dis ça, je minimise quand je vous le dis. Mais c'était abusé, j'étais complètement matrixée. Je voulais bosser à Total. À la Défense, tu sais, dans une gigatour, genre un truc vraiment comme ça, tu vois. Exactement. Une vision classique, voilà, mais un truc abusé, quoi. Et je m'étais jamais questionnée sur, mais en fait, Daphné, qu'est-ce qui te motive vraiment? Ce qui me motivait vraiment, c'était tout le côté prestigieux de bosser dans une grande boîte et être reconnu pour je ne sais quoi, etc. Et même pour la fierté des parents aussi. La fierté des parents. Pour la fierté, c'est comme médecine, c'était la fierté des parents. C'est vraiment des... Mes parents, ils sont arrivés en France dans leur jeunesse pour s'en sortir comme tout le monde. Et pour eux, c'était une consécration que si j'arrive à bosser dans un bureau à la Défense, machin, et bref, mais sauf à arriver à l'école, on m'a posé la question, mais Daphné, tu veux faire quoi vraiment? En fait, la première fois, je me posais vraiment la question de ce que je voulais faire vraiment. Et en fait, ça m'a un peu heurtée. Et j'ai commencé à réfléchir et en fait en travaillant un peu comme ça je me suis rendu compte qu'en fait je voulais certes travailler dans un truc qui allait me faire rayonner aussi, mais avant tout un truc où je me sentais utile. Et là du coup j'étais à l'opposé de toute cette histoire de la Défense, les grandes tours, les grosses boîtes, les gros machins, et en fait petit à petit cette idée là s'est nourrie en moi et a grandi comme ça, quoi. Et donc, malgré tout, ça commence à vraiment mûrir en moi. Je fais quand même un Master Spé en administration des entreprises sur ma dernière année, puis je vais bosser à la banque. Donc, je fais 6 mois de stage et 6 mois de contrat, et après, je pars parce que vraiment, je n'étais plus alignée, quoi. Mais voilà. Donc, 1 an où tu as travaillé quand même dans un grand groupe. Donc, tu as vu ce que c'était. Tu as testé, tu peux dire. Voilà, c'est quand même. J'ai testé. On peut pas me dire j'ai pas testé. J'ai testé. Mais le truc qui est, je pense, un peu. Et j'avais pas trop d'excuses, on va dire, c'est que moi, mes expériences dans le salariat, c'est toujours été top. J'ai toujours travaillé depuis mes 17 ans, l'été, etc. Et j'ai toujours eu des bonnes expériences. Et j'ai eu la chance, dès je crois que c'était les étés de prépa, en fait, j'allais bosser à la Défense dans des boîtes comme Alliance, une autre boîte d'assurance s'appelle Malakoff Médéric, des trucs comme ça. Parce qu'ils font des jobs étudiants, tout, de bureau, machin et tout. Et j'ai eu la chance de travailler là-bas. Et ça s'est toujours super bien passé. J'ai toujours des super expériences, des très bons managers, en tout cas de mon point de vue. Et en fait, j'ai pas
l'argument de le salariat, c'est comme ci, comme ça. Vraiment, j'ai eu des très bonnes expériences, mais j'étais pas faite pour ça. Ouais, mais à cet instant-là, j'étais pas faite pour ça. C'est totalement ça, tu vois. Moi, par rapport à ce discours-là que j'entends beaucoup dernièrement, je sais pas, la confrontation entre une opposition toxique. Moi, je comprends pas, tu vois. Moi, pour moi, c'est deux trucs qui sont totalement valables, qui sont différents, et ça dépend de ton profil. Et ton profil peut évoluer. Aujourd'hui, tu peux être à l'aise avec le salariat, et demain, voilà, faire de l'entrepreneuriat, comme un peu l'inverse. Hein. Tu peux commencer par l'entrepreneuriat et finalement tu as envie de faire du salariat. On a plein de profils comme ça en plus. Personnes qui ont lancé des projets, en fait ils se sont rendus compte qu'ils aimaient bien lancer des projets, mais au sein d'une structure, de quelque chose qui marche déjà, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est aussi... en fait ça dépend des profils, ça dépend des aspirations de chacun et tout. Ouais, je suis totalement contre. Mais ça, c'est aussi à cause des réseaux sociaux, je pense. Les vendeurs de rêve. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est l'accès à la richesse, alors que, tu vois, je pense que c'est un peu le mythe alors que pas où les gens, ils vont... L'entrepreneuriat, c'est tout aussi dur que le salariat, sinon même peut-être plus. Hein, parce que le salariat, tu sais que tu galères peut-être... je vais peut-être galérer en semaine. Tu sais qu'à la fin du mois, tu as ton salaire. L'entrepreneuriat, tu galères. Tu prends un risque de. Mais à aucun moment, tu as garanti que ça va le faire, tu vois. Aucune garantie. C'est clair. Du coup, la suite. Comment l'idée de Ressa Du coup, la suite. Donc là, on était à la fin de. Voilà, je quitte du salariat, du coup. Exactement, je quitte. Donc, je travaillais à la caisse d'épargne. Et en plus, je fais des adieux déchirants parce que j'aime énormément mes collègues. Je me rappelle mon départ, j'ai fait que pleurer. C'était n'importe quoi. Bref, je pars quand même. Et pour le coup, je partais en voyage. Et je n'étais pas partie pour entreprendre. J'étais partie parce que je me suis dit, en fait, il me faut. Faut que je me retrouve, faut que je trouve un truc qui est aligné avec ma personne et ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc je pars en voyage pendant 6 mois en Amérique latine. Je bosse dans une école, je bosse dans plein de trucs, je rencontre des gens fous. Enfin, pour moi c'était fou, pour eux c'était ouais, mais c'est normal Daphné et tout, nanana. C'est des gens, ils vivent sur les routes, ils sont là. Mais en fait, si t'as envie de faire un truc, fais-le. Pourquoi t'attends Et je parlais de plein de petits trucs, d'idées, machin et compagnie. Ils me disaient, mais vas-y, go. Et moi, j'ai dit, non, je suis pas prête, je sais pas quoi. Et eux, ils étaient là, mais non, mais nous, regarde, nanana. Bref. Donc, je rencontre ces gens-là, même si je lance pas un projet bon, je mens un peu parce que je lance le projet un peu après, mais en gros, c'est des rencontres qui me nourrissent. Je dis, ouais, c'est vrai on peut vivre comme ça, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. Je rentre à Paris. Et toujours la réalité du terrain, c'est à un moment donné, il faut manger. Donc du coup, je cherche un travail. Et là, j'ai un peu plus de critères dans le sens où je me dis, en fait, je sais que je veux travailler dans un endroit où, ça va pas polluer la terre, ça va pas faire, ça va pas participer à l'esclavage moderne, des choses comme ça. Donc j'ai pas mal de critères comme ça, et puis en fait je passe des entretiens, puis à la fin je dis en fait non, je peux pas bosser ici, non je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, etc. À un moment donné, ma mère me met un coup de pression, je pense moi aussi. Elle me dit bon là il faut être sérieux, et puis je me mets aussi un coup de pression, et je me dis là bon ok, là je vais bosser, trouver le taf, tout ça le faire. Je me fais pistonner par des potes à moi de promo dans leur boîte. Je fais les entretiens, ça se passe super bien. En parallèle, je discute avec Mona, donc en parallèle de tout ça, j'ai quand même commencé à écouter pas mal de podcasts sur l'entrepreneuriat impact, et un podcast qui s'appelle Social Calling, mais je crois qu'il existe encore, mais il n'est plus alimenté, quoi. Okay. Et en fait, c'est juste le parcours d'entrepreneurs sociaux. Donc moi, ça m'a j'ai surkiffé parce que j'étais là, mais ouais, mais c'est ça mon métier de rêve et tout, quoi. Et donc bref, je commence déjà à m'éduquer un peu sur ces sujets-là, mais en passant toujours pas le pas. Je parle de cet entretien-là à Mona et elle me dit, ouais, mais Daphné, meuf, si t'as pas cet entretien-là, on arrête un peu de faire de se voiler la face et on lance un projet. Okay. Je lui dis, ouais, t'inquiète. T'inquiète, on est ensemble, machin, compagnie. Sachant que je savais que j'allais avoir le poste. J'étais là, j'étais pistonnée. Vraiment, ça s'était bien passé l'entretien, les entretiens d'avant, tout c'était bien, je le sentais bien de ouf et tout. Bref, je passe l'entretien, ça se passe super bien encore et tout. Et la meuf me rappelle, je sais plus quand, la manager me rappelle et elle me dit, mais en fait, Daphné, t'as un super profil, mais on n'a pas de mission pour toi, donc pour l'instant, non, quoi. Et dans la tête, je me dis, ah ouais, en fait, ok, je vais lancer un projet.
je retrouve Mona, on se retrouve, je crois, à une soirée du Nouvel An, dans une cuisine, un fin fond de je sais pas d'où et tout. Et là, on commence à dire, ouais, mais on va faire ci, on va faire ça. Et on commence à monter le projet comme ça, à 4h du matin. Et voilà, c'était décembre 2019, janvier 2020. On dit, ok. On avait déjà plus ou moins une grande sensibilité sur la mode la mode, parce qu'elle est vraiment passionnée de mode, mon associée, et moi ce qui m'intéresse vraiment c'est toutes les problématiques sociétales, donc l'écologie, les problématiques autour des humains, machin et compagnie, et en fait on s'est dit mais la mode c'est parfait parce qu'au final on pourra recroiser facilement. Exactement. Et donc du coup on s'est dit, on est parti du constat qu'il y avait trop de vêtements là. Enfin, on le sait tous, il y a trop de vêtements sur la planète. On a dit trop de vêtements qui sont mal faits. Donc en termes de qualité, bon, ça pour moi, sincèrement, là je parle vraiment pour moi, la qualité du vêtement c'est secondaire par rapport à toutes les autres problématiques. C'est déjà comment sont faits les vêtements et par qui, c'est une catastrophe. Genre ça je peux pas. Et en plus de ça, c'est pour certains, je parle pas pour tout le monde, c'est de la qualité un peu naze. Donc on part de ce constat-là, on se dit bah ok, on va faire un truc avec les vêtements qui existent déjà. Sauf qu'on n'a pas de skills en couture, on n'y connaît pas grand-chose, on est un peu des arrivistes. Elle me dit bah ok, nous notre concept ça va être de réparer le vêtement. Donc on achète des vêtements de seconde main, abîmés, et on les fait réparer par des couturiers. Okay. Donc au tout début du projet, nous on voulait travailler aussi, du coup pour la dimension sociale, on voulait travailler avec des couturiers nouveaux arrivants en France. Okay. Et donc du coup, pareil là on s'est rapproché d'un incubateur qui s'appelle Singa. En plus j'avais écouté l'un des fondateurs qui était passé dans le podcast. Ça, tu parlais là, ok. J'étais fan, hein, mais moi j'étais fan. Et donc du coup j'étais trop contente et tout machin. Et, donc, et en fait en allant dans l'incubateur on se rend vite compte que nous, ce qu'on propose, ça ne va pas pouvoir matcher avec les nouveaux arrivants parce que les nouveaux arrivants, ils arrivent en France, ils cherchent la stabilité. L'entrepreneuriat, c'est l'opposé de la stabilité. Donc du coup, on s'est dit, ok, là, cette fois-là, ça ne va pas être possible, on va trouver un moyen plus tard. Donc on reste sur notre idée de réparer les vêtements et on travaille avec des couturiers qu'on va trouver à Paris, etc. Bon, après, voilà, que tout le monde connaît la suite de l'histoire, confinement. Ouais. Pire truc pour tout. Ça, c'est le pire. Période de confinement. Nous, à ce moment-là, donc juste avant, on s'était dit pour être sûr de se lancer et pas faire un peu les meufs, genre ouais, j'ai oublié machin, on achète un site internet où il n'y a rien dessus. Okay. Genre juste on achète on passe sur Squarespace, voilà, le nom de domaine et Squarespace, tu vois, un site marchand, mais il n'y a rien à vendre. Donc du coup on met juste oui, nous pas contents, l'industrie c'est pas bien, machin, voilà, en gros. C'est grave important le premier pas, tu vois, c'est vraiment ce qui te motive au départ. Je te dis, dans tous les cas j'ai mis un pied dedans, donc après j'ai juste qu'à continuer. C'est exactement ce qu'on s'est dit et ce qu'on a fait, donc du coup on a notre site qui est disponible, qui est là, avec notre marque. Mona elle avait réfléchi un peu en amont, un peu à structurer une grande ligne de départ. Ouais, en fait, RISAP, donc recycler, la SAP, machin, etc. Ah, ok, d'accord. Voilà, on avait une base, tu vois, genre un truc. Là, je viens de capter, là, recycler et SAP. Donc, RISAP, voilà. Ok. Donc, là, on était parti sur ça et tout, machin. Et on avait acheté, je crois, des vêtements de seconde main vite fait à revaloriser. Et on avait prévu un pop-up. Je crois, la semaine du confinement. Okay. Et je pense quelques semaines avant, on lançait notre compte Instagram. Okay. Et tout ça, mais en soum-soum, parce qu'on n'a dit à personne, je n'avais même pas parlé à ma famille, ils pensaient que je cherchais du travail. Nos potes n'étaient pas au courant, Mona elle était en stage de fin d'études, vraiment. Personne, quoi. Personne, on faisait nos petits trucs comme ça. Mais je pense que même à l'époque, tu nous demandais, mais vous voulez faire quoi pour aller où ? On n'aurait même pas pu répondre. On ne savait pas. Juste, on n'était pas content d'un truc, on s'est dit, viens, on lance ce truc, on va voir comment ça prend et tout. Mais dans tous les cas, j'ai envie de te dire, souvent les plans sur la comète, ça marche généralement pas, tu vois. Ouais. Tu fais des plans de ouf, mais finalement, tu te rends très vite compte que ça marche pas, c'est pas la réalité, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, parfois, l'innocence, ça aide aussi. Et puis même, mais ça, Mona, elle aime beaucoup dire ça, c'est être naïf, parfois, ça peut aider. Mais nous, je pense qu'on était totalement naïfs du truc, quoi. Mais juste... tac, ok, on va faire ça, on va voir quoi. On fait ça, on va voir, mais l'énergie, on y va quoi. Moi, parfois, j'ai dit un truc, moi j'aurais su ce que c'était que l'entrepreneuriat, peut-être que je m'y serais pas lancé quoi.
Parce qu'en réalité, quand tu sais ce qui t'attend, Ouais, Tu c'est veux vrai. dire ça. que tu sens, voilà, Ouais. c'est parce que tu ne sais pas justement et que tu as envie Ouais. de. Tu penses que tout est Ouais, facile, ouais, que ça va ouais, le faire, ouais. que tu te lances. tu vois. C'est ultra vrai. C'est ultra vrai. Tu surestimes en fait Tu Ouais. l'avenir. surestimes de ouf, ouais. Ouais. C'est ultra vrai. Ouais, ouais. Ou plutôt tu Tu sous-estimes ouais, le travail à faire. c'est Tu vois, ça. tu t'en rends pas compte. ouais. Mais du coup, donc on fait ça, on lance le compte Insta, et en fait sur le compte Insta, on n'avait toujours pas de skill de couture. En fait, nous, sur le compte Insta, c'était communiquer sur nos valeurs, communiquer sur ce qui fait qu'on n'est pas contente, communiquer sur ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aimerait faire dans l'industrie, etc. C'était vraiment promouvoir des nouveaux modèles de consommation, un nouveau mode de consommation. Donc on prend vraiment Instagram comme notre porte-voix. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui pensent comme nous. Donc du coup, on lance des discussions, on met des stories, on met plein de trucs et tout. Et donc voilà, il n'y avait pas grand monde, mais tu vois, on commençait à faire un truc quoi. confiné. Là, on se dit, ah ouais, c'est chaud et tout. Mais on avait un truc de prévu, on ne va pas le faire, mais c'est pas grave. Et au final, on se dit, on va bombarder en fait Instagram. Du coup, on poste beaucoup plus sur Instagram. De toute façon, tout le monde était sur Insta, tout le monde était sur les réseaux. Il n'y a rien d'autre à On faire. poste quoi. à mort sur Instagram. Pareil, on continue à discuter avec plein de gens sur Insta. On lance une mini-étude. Enfin bref, on lance plein de trucs. Et on lance aussi des challenges upcycling. Et en fait, c'était juste, on s'est dit, en fait, on est tous confinés chez nous. On a tous des vêtements chez nous. Venez, les vêtements qu'on ne met pas, on fait une photo avant, on les transforme pour les rendre un peu plus sexy, un peu plus machin et tout, et on fait une photo, puis on fait une petite compétition comme ça. Ok. Et en gros, on a lancé ce truc-là, Pas mal du tout. mais en vrai, sans se dire que oui, il va se passer un truc de fou et tout machin, Ouais. mais en fait, je crois qu'on avait peut-être 500 abonnés, même pas moins, parce que peut-être 300 abonnés, je sais Ok. plus, et on a eu une cinquantaine de participations. Ouais. Et c'était un truc, moi en tout cas, j'étais Ouais, là, c'était c'est déjà incroyable. une belle victoire. Fou. Je me suis dit, mais ils ont que ça à faire. En réalité, oui, tu vois. En réalité, oui, le confinement, rien à faire. Non, quoi. mais vraiment, blague à part, je me suis dit, ah ouais, mais attends, les gens, les gens ils ont des skis de ouf, parce que moi-même, j'avais participé au concours, je peux dire que personne n'a voté pour moi, parce que c'est moi qui votais les votes, mais moi, j'ai pas voté pour moi. Personne n'a voté, et les gens disaient des trucs de fou. Genre, j'étais là, ah ouais, trop bien et tout, machin. Donc, les gens participent, et puis en fait, ça fait rayonner le compte RISAP, et en fait, il y a plein de gens Qui s'abonnent. Et puis on lance un challenge, puis un autre, puis on sort du confinement et on se dit, en fait, on va quand même faire notre fameux pop-up. Entre-temps, on a rencontré une fille sur Instagram qui avait une boutique. Elle nous a dit, les filles, vous pouvez venir faire votre pop-up chez moi. Donc nous, on dit OK. Donc le pop-up, pour rappel, on était sur des vêtements réparés, nous. Donc au début, on détachait, on réparait, etc. Parce qu'on n'avait pas forcément de skills. Mais avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement, on s'est dit, vas-y, Mona a l'idée de mettre une pièce qu'elle a transformée à la colle, tu vois, genre c'est pas la couture. Et donc elle retourne un peu à son stage, et moi je m'occupe de faire les ventes du pop-up. Okay. Si vous vous rappelez, à l'époque, on n'avait pas le droit d'être plein dans des boutiques, etc. Ouais. Du coup, on fait des créneaux, c'est-à-dire qu'on fait des créneaux, on invite les gens à venir s'inscrire donc sur les différents créneaux, on prépare un peu des gâteaux, des machins, tout. Du coup, à ce moment-là, la communauté Shunstyle est développée, on est d'accord. Elle commence à être développée. Okay. Combien d'abonnés franchement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je pense qu'on est autour de 1000 abonnés. Ok. À peu près en sortie de confinement, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup. Et du coup, donc on fait les créneaux, les machins. Et en fait, premier rendez-vous, direct. La pièce coup de cœur, elle part direct, sans vraiment. Bon, j'étais pas une vendeuse à l'époque, je pense que j'ai appris entre temps, mais genre sans argumentaire de vente. Vraiment, c'était tac. Ok. Bon, bah nickel. On discute un peu avec les clientes, parce que c'était beaucoup de clientes au début. Ouais, comment vous avez découvert Instagram, mais pourquoi, machin et tout. Et au final, nous, on était partis sur un modèle, un persona de nos clients, notre cible, qui ne correspondait pas du tout aux gens qu'on a rencontrés vraiment sur le terrain. Et ça, c'était aussi hyper enrichissant de se confronter au terrain et de discuter avec ces gens-là et de comprendre en fait. Et en fait, c'est vraiment comme ça que RISAP s'est lancé. C'est vraiment Instagram, vraiment notre socle, vraiment la base. Et après, toutes les rencontres terrain, en boutique, toutes les opportunités qu'on a eues, etc. Ok. Moi, j'ai juste une question par rapport à ça, parce que là, peut-être que ça va te faire un bond en avant, mais
on avait cette discussion la dernière fois avec Tommy de Instagram. Ouais. Tu sais, même moi, je peux être jeune et tout, mais j'ai du mal à communiquer sur mes entreprises Instagram, être actif, être créatif aussi, tu sais, pour vraiment pas saouler ton audience ou la développer. Même au tout début, comment vous faisiez, tu disais que vous étiez hyper productif, comment vous faisiez pour trouver des idées Déjà, chez Resap, il y avait quelqu'un de dédié sur les réseaux sociaux, c'était 100%. Il n'y a pas un jour. On a lancé le compte Instagram et je crois pendant la première fois qu'on a arrêté de mettre une story, je crois que c'était au bout de 2 ans et demi peut-être. Ah ouais? Tous les jours une story. Tous les jours une story. Tous les jours une story, toujours un truc à raconter, toujours un truc à montrer. Là, l'Instagram a beaucoup changé aujourd'hui, mais au tout début, c'était si tu suivais nos stories, tu avais l'impression que tu étais en train de monter une boîte avec nous. Ok. Tu vois, genre c'était vraiment. Donc, build in public. Exactement. Ok. On montrait le quotidien de la marque. Et puis, il y avait un truc. Moi, et c'est très bizarre parce que la boîte n'a que 3 ans, mais j'ai une forme de nostalgie pour le début parce que c'était l'euphorie. Ouais. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on est en train de créer, on y croit à fond parce que, en fait, au-delà du produit, du machin, c'est nos valeurs. Et en fait, nous, on parlait et on parle toujours avec le cœur. Tout le temps, et je pense que les gens le ressentent directement, et du coup ça crée vraiment cette forme d'engagement-là autour de la boîte, autour du mouvement, quoi. Donc, en tout cas, moi ce que j'aime dire et ce que j'ai l'impression de voir, c'est que les gens ils suivent Resap, ok la marque, ok les vêtements c'est cool et tant mieux, mais il y a aussi derrière tout ce côté genre on a envie de faire un truc. Rendre le monde meilleur, on a envie de rendre la mode, voilà, on veut changer les choses et en fait c'est en mode on se donne tous la main et on y va quoi, c'est pas genre oui les 2 meufs là elles font ça et tout, non c'est non les gars on est tous ensemble et on y va et j'ai l'impression qu'on a réussi à créer ça. Et en créant ça sur Instagram, et ben ça a créé de l'engagement et des gens, etc. Et après, il y a toute la partie sur les change upcycling qui font rayonner encore plus la marque. Ça repartage de partout et tout. Et du coup, ça crée vraiment ce truc-là. Mais c'est un vrai taf. Il faut être à 100%. Faut poster beaucoup, faut beaucoup créer. Et en vrai, nous, au début, c'était vraiment beaucoup de inspiration mode, inspiration entrepreneuriat, le quotidien. Des fois c'est cool, des fois c'est un peu moins cool. On rigole tout le temps. En vrai, des fois, je me disais, je regardais nos stories et j'avais même pas l'impression qu'on était une entreprise parce qu'on était en train de filmer des conneries. Et vraiment, mais des fois c'était abusé. Tu vois, je me disais, mais les gens ils vont se dire, mais ils sont complètement tarés dans cette boîte. Tu vois, genre. Mais vraiment, des soirs on faisait des grands débats, on donnait des avis, des questions essentielles. Vraiment, c'était que ça. Après là, on s'est calmé. Ça a été instinctif, ça n'a pas été imposé de manière stratégique. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait très instinctivement chez ça. Notre force, c'est que vraiment on était à 2. Notre force, c'est vraiment on était à 2. Dès qu'il y en a une qui va mal, mais qui a moins d'énergie, l'autre elle reprend et machin et comme ça. Et du coup, on peut très bien avoir quelqu'un. Du coup, Mona était focus réseaux sociaux et derrière il y a quelqu'un qui est focus sur le client, le commercial, le machin. Tu vois, genre c'est notre force en tout cas. Et c'était vraiment génial cette époque. C'était. Voilà, moi, après, je me suis mort de rire parce que je me disais, on mettait des trucs en story, mais aujourd'hui, je ne sais même pas si on oserait les mettre. C'est formalisé, c'est vraiment une marque super bien établie. C'est bien léché. C'est marrant. Non, mais en même temps, c'est normal. Quand tu commences, c'est clair qu'il faut créer cette interaction-là avec le public. Mais pour le faire, il faut être authentique, je pense. Il faut être authentique, il faut montrer ce que tu traverses. Et c'est ce qui attache, en fait, les personnes. C'est ce qui est vraiment attachant, tu vois. Et sans ça, c'est compliqué. Je pense à un truc, tu vois, typiquement, des trucs qu'on faisait. C'est un jour on a fait tellement on racontait tout ce qu'on faisait. Un jour on était posé, on a fait un concours de réel entre Mona et moi. C'était genre ok vas-y aujourd'hui on filme la journée et à la fin on sort le réel et puis la communauté vote. En soi, ça n'a rien à voir avec le cycling. Ça n'a rien à voir avec le cycling. Et le réel, c'était une journée de travail où on nous voit en fait aller manger. Genre, non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et en fait, les gens étaient là, ouais, trop bien, je vote pour ça, parce qu'en fait, t'as mis telle musique et machin, et moi je vote pour ci parce que t'as fait tel truc. Et en fait, tu vois toute la team et tout, machin. Et tu vois, je me dis, mais genre, juste ça, c'est de l'animation de la communauté. Et au final, tu vois, genre, ça, entre guillemets, pour le coup, rien à voir avec notre ADN.